Bonjour tout le monde, on est excessivement heureux d'avoir ce midi deux grands pédagogues de l'Université de Sherbrooke qui ont une grande expérience en formation à distance puis qui ont généreusement accepté de nous partager un projet de recherche. Tout d'abord, Mathieu Petit. Mathieu Petit, professeur agrégé au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il a la responsabilité des stages pour deux programmes, le baccalauréat en enseignement au secondaire et le baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde. Chercheur, membre du groupe de recherche PEDTIS, il s'intéresse à l'utilisation du numérique en formation pratique, entre autres par ses travaux de recherche sur le e-portfolio, le sentiment de présence en ligne et la supervision de stages à distance. De son côté, Florian Meyer est aussi professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est professeur en intégration de technologie en enseignement secondaire et supérieur au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il est directeur du pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation et membre du Centre PEDTIS aussi. Il est responsable du cours en ligne sur l'intégration du numérique au secondaire et dans le supérieur et sur l'ingénierie pédagogique de cours en ligne. Donc, tout à l'heure, en préparation, nos deux présentateurs disaient que s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez, Mylène l'a clairement expliqué tout à l'heure, pour converser. Vous pouvez dans le clavardage indiquer des questions. Puis Florian et Mathieu, on vous informera de ces questions-là au fur et à mesure de la présentation, puis vous pouvez y répondre. Donc, la parole est à vous. Très bonne présentation tout le monde. Merci. Merci, Daniel. Parfait. Puis là, on nous voit bien. Donc, Mathieu Petit, il devrait être écrit en bas et Florian Meyer à mes côtés. Aucune confusion. Bon, on va partager l'écran. Je crois quand même que vous allez peut-être pouvoir nous voir tout de même pendant le partage de l'écran. Donc, oui. On a essayé tout à l'heure, ça fonctionnait bien, donc ça devrait refonctionner, mais précisez-nous si… Oui, on va valider ensemble. Ouais. Ça ressemble. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on voit très bien, Mathieu, on voit très bien. Parfait. Super. Donc, le clic, tu les fais là? Oui, moi je vais Génial. On se répartit un petit peu la présentation, mais avant toute chose, merci énormément pour cette invitation. En fait, je dois dire qu'on était très contents quand j'ai reçu l'invitation en premier, puis j'ai proposé à Mathieu de se joindre à moi, puis je pense que ça nous fait vraiment plaisir de partager un projet sur lequel on collabore depuis maintenant 3 ans, en fait, à peu près. Et désolé de ne pas pouvoir être en présence avec vous. C'est un petit peu loin dans votre coin, il y a beaucoup de neige, mais c'est surtout qu'on a des horaires qui sont un peu compliqués malheureusement. Donc, on a réussi à mettre ça dans votre semaine de la formation à distance. Mais comme on parle de formation à distance, je pense que le fait d'être à distance, c'est quelque chose qui n'est pas si contradictoire que ça. Donc, ça devrait fonctionner. Je me permets, si ça vous dérange pas, si certains veulent mettre leur vidéo, j'avoue que pour nous, c'est sympathique de savoir un petit peu à qui on parle. Pour l'instant, on voit juste des noms, mais on voit pas les réactions, donc on se sent un peu isolé. Voilà, merci Daniel. Mais ça nous aide un peu d'avoir un peu le sentiment d'être un peu présent justement avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de ça, en particulier justement cette notion de sentiment de présence à distance dans un contexte particulier. Et le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui aborde vraiment cette dimension-là. Donc, on va présenter un projet qui est… attendez, je vais me mettre au bon endroit, qui s'appelle Topic, en fait, pour téléprésence comme opportunité pour innover dans la conception. C'est un acronyme qu'on a trouvé qui sonnait assez bien, mais qui en même temps nous permet de bien identifier le projet. Et donc, ce projet-là, je vais y revenir un petit peu après sur sa structure, mais il est ambitieux par sa démarche, par sa forme, et à la fois en même temps assez simple du point de vue de la quantité de résultats et d'informations que l'on a présentement, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est un projet qui nous mobilise beaucoup et qui, je pense, va perdurer un peu dans le temps. Donc, ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est de présenter ce projet-là sommairement, c'est-à-dire de voir un peu quels sont ses ancrages, d'où il part et quelle est la raison du projet et son point de démarrage et finalement quelles sont ses intentions. Pardon? Ah, c'est un bout de micro qui a réverbéré. Mathieu prendra le relais après ça pour parler de la téléprésence et plus largement de modèles de présence à distance, en fait, qui sont au cœur. Enfin, c'est les modèles théoriques que l'on utilise vraiment pour réfléchir à ce que l'on veut faire dans ce projet-là. Puis, on continuera après ça sur la méthodologie et quelques résultats qui sont actuellement… Enfin, c'est des résultats partiels, hein, mais c'est des premiers résultats qu'on a de ce projet de recherche qui va amener sur d'autres choses par après. Ça vous va un peu comme déroulement?
Oui. Comme on voit juste Daniel, j'imagine que vous dites oui. Alors, je vais me baser là-dessus. Merci, Daniel. On s'était donné dans notre préparation, on pensait terminer vers 13 heures avec l'idée qu'on prenait peut-être une demi-heure, 40 minutes pour parler du projet et après ça, ouvrir à de la discussion avec vous. Mais on nous posait aussi la question de savoir est-ce que vous pouvez nous interrompre en cours de route pour discuter. Oui, n'hésitez surtout pas. Au pire, on décalera un peu la période de discussion par après. On n'est pas contraint dans le temps, avec simplement l'idée qu'on terminera autour de 13 heures, si ça vous va. Donc, en quoi consiste le projet Topic? Alors, comme je le disais, c'est téléprésence comme opportunité pour innover dans la conception et c'est un projet qui regroupe 2 établissements universitaires. Donc, nous, ici, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Bretagne-Loire, avec des groupes de recherche qui sont associés. C'est un projet qui était financé par le CFQCU, qui est le Conseil franco-québécois pour la coopération universitaire, qui nous a permis de fonctionner pendant 2 ans. Et on a eu le CFQCU, c'est 2 volets particuliers, c'est soit un volet recherche, soit un volet formation. Et on a choisi de s'engager dans le volet formation. Donc, le financement a d'abord été obtenu pour créer des formations, dans un premier temps, enfin essentiellement, mais nous en avons profité par notre méthodologie pour développer aussi de la recherche à partir de ça. Et de notre côté, on a aussi un soutien du vice-rectorat aux études et du service de soutien à la formation qui nous aide dans la démarche et dans le travail. Alors, historiquement, on est parti, ce projet-là, ça fait quand même quelques années, mais c'est émergé il y a 4 ans d'une rencontre initiale de consultation qui avait été faite par des conseillers pédagogiques à l'Université de Bretagne-Loire qui m'ont invité à aller parler là-bas avec eux de formation à distance et en particulier de la formation dans des contextes de visioconférence et de webconférence, mais surtout de visioconférence parce que ils ont installé sur leur campus à eux, ils ont appelé ça un campus d'ETIS, un campus numérique, où ils ont 5-6 bâtiments avec des infrastructures que vous connaissez dans vos régions respectives, dans votre région élargie, là, où il y a de l'enseignement qui se fait de manière synchrone dans des salles de visioconférence. Et comme ils étaient en train d'installer ces infrastructures-là, ils voulaient savoir finalement comment fonctionner et quelles étaient finalement les connaissances que la recherche avait déjà émises à ce sujet-là. Et donc, en les rencontrant avec eux, on s'est dit qu'il n'y avait pas on avait fait un premier travail de recension, il n'y avait pas tant d'informations que ça qui étaient existantes. Et on s'est dit, on va démarrer le projet ensemble et on va essayer de contribuer à construire des choses ensemble et donc de s'engager dans une démarche où on va monter des formations et essayer en même temps de dégager un peu de connaissances autour de ces formations-là. Donc, on a composé une première équipe de travail qui visait à créer quelques formations à partir de ça. Puis, là, on s'est dit, c'est un peu dommage que ce soit juste moi qui aille en Bretagne travailler avec les Bretons. Bon, c'est très agréable, j'aime beaucoup aller par là-bas, c'est un beau coin. Mais je me disais, c'est dommage que mon établissement et mon université ne bénéficient pas de ce travail de réflexion-là. Et donc, on s'est mis en travail, en collaboration, et on a monté une équipe pour signer un accord cadre entre les 2 universités qui implique à la fois les conseillers pédagogiques, donc de l'Université Bretagne-Noire, et des collègues chercheurs là-bas. Et on a monté une équipe similaire de notre côté ici à Sherbrooke, qui est composée de chercheurs, Mathieu et moi, mais Denis Bédard aussi, que vous connaissez certainement, n'est-ce pas Daniel? Et après ça aussi, on s'est joint à quelques conseillers pédagogiques du service de soutien à la formation qui collaborent à ça. Et donc, on est allé, dans un premier temps, travailler avec eux pour élaborer un cadre de travail commun. On a fait une demande de financement et donc là, on en est aux premières étapes et aux premières expérimentations de la formation autour de ce sujet-là. Donc, vous voyez que c'est parti vraiment d'un besoin initial, c'est ça qui est important à retenir, d'un besoin initial de conseillers pédagogiques qui souhaitaient monter des formations à l'usage de ces salles de visioconférence particulières qui étaient en émergence et en installation dans leur milieu pour vraiment accompagner les enseignants de leur établissement. Donc, c'est vraiment une demande initiale qui part de ça. Alors, je vous l'ai dit rapidement, j'irai très sommairement là-dessus, mais donc l'équipe est composée de chercheurs et de conseillers pédagogiques qui, en France, sont appelés ingénieurs pédagogiques. Donc, c'est vraiment une équipe multi-fonction, multi-expertise qui collabore ensemble et qui se rencontrent régulièrement sous la forme de visioconférences notamment et de rencontres synchrones. La problématique donc que l'on a, qui ne vous est pas
peu familière. En fait, vous la connaissez très très bien. C'est que dans des contextes un peu particuliers, j'avais fait une correction ici, il y a un peu d'anglais encore dans ces diapos-là que j'avais présenté dans un congrès en anglais. C'est pour ça que, petite erreur de ma part, j'ai oublié d'enlever le mot en anglais. Mais l'idée, c'est qu'on a a priori deux lieux dans lesquels se situe parfois l'enseignant. Alors, le gros icône bleu, le plus gros smiley bleu, ça représente l'enseignant, et les petits icônes, les petits smileys représentent les étudiants. Mais là, on est dans des contextes particuliers où il y a deux lieux. Alors, c'était l'idée qu'on avait au départ, c'est qu'il y a au moins deux lieux, c'est-à-dire deux salles distantes dans lesquelles il peut y avoir un enseignant. Parfois, il n'y a pas d'enseignant. Parfois, il y a un gros groupe d'étudiants d'un côté et un petit groupe de l'autre. Donc ça, cette disposition-là est multifigure, là, elle peut être modulée de plein de manières différentes. Mais ce qui s'est ajouté dans notre réflexion au fur et à mesure, que je n'ai pas mis dans le schéma ici, c'est qu'en fait, non seulement il y a deux lieux, mais parfois il y en a trois, parfois il y en a quatre, parfois il y en a cinq, et parfois il y a aussi des gens qui sont là sous le mode, en fait, ils appellent ça nomade chez eux, mais c'est-à-dire en webconférence, sous un mode un peu plus flexible, où certaines personnes sont dans des salles, certaines personnes sont chez elles, sur leur ordinateur, et des fois l'enseignant lui-même, le formateur, l'enseignant est sur son ordinateur, et les étudiants sont dans des salles à distance, donc les configurations sont réellement multiples. Et tout ça découle en fait de besoins particuliers, de co-accréditation de programmes par exemple, ou de mutualisation de formations qui sont développées sur des campus éloignés, ou des fois c'est des sujets qui sont communs dans nos deux pays et qui nécessitent qu'on fasse des formations conjointes. Donc il y a des contextes très particuliers avec des complexités vraiment spécifiques. Là aussi, je ne vais rien vous apprendre en vous montrant ces images-là. C'est des types de salles de visioconférence que vous connaissez. Celle-ci en particulier, c'est celle qui a la caractéristique d'être appelée téléprésence immersive, avec l'idée qu'on ils en ont 5-6 sur leur campus. Nous n'en avons pas à Sherbrooke de salles comme celle-ci. Je pense que vous en avez, si je ne dis pas de bêtises, dans le réseau Fadio. Je pense qu'il y a une ou deux salles de ce type-là qui existent. Mais ce sont des salles où on a le sentiment d'être en réelle présence avec les personnes qui sont de l'autre côté. Et vous voyez que l'image vidéo de l'autre bord nous présente une salle distante, mais dont on a un rapport 1-1 dans la taille, mais aussi dans la répartition du son, avec une facilité d'enregistrement du son, de captation du son qui nous donne vraiment l'impression d'être dans la même salle. Alors, ils ont des salles de ce type-là. Et ils ont, donc dans les deux campus, on a ce type de salles-là aussi, qui sont des salles de télé-amphithéâtre, où, bon, voilà, c'est des images qui sont prises dans le cadre d'une conférence, mais dans certains cas, ce sont des enseignants qui enseignent devant un amphithéâtre de ce type-là et qui pourraient avoir de l'autre côté des étudiants qui sont dans une petite salle de ce type-là, une salle de télé-réunion, là où on est en réunion en cercle autour avec les autres qui sont à l'extérieur, ou une salle de télétravail de ce type-là, où les gens sont autour d'une petite table et il y a un écran sur le côté. Il y a aussi des salles de télétravail dirigé, ce qu'ils appellent, ou de télé-réunion, là, ça dépend le nom que l'on donne. Alors, je dis ce qu'ils appellent parce qu'en Bretagne, ils insistent énormément sur la nomenclature de chacune de leurs salles pour que les enseignants soient capables de bien distinguer dans quelle salle ils vont agir et quelle est la structure de cette salle-là. Nous, on les appelle tout simplement des salles de visioconférence. On se barre pas trop avec les termes, mais elles ont quand même toutes des caractéristiques particulières dans leur disposition, dans leur organisation. Donc, vous voyez dans ces illustrations-là que ça génère tout un tas de questions sur l'animation pédagogique que l'on peut faire au travers de ça, sur la forme d'accompagnement, la forme d'interaction que l'on peut créer, sur les outils technologiques complémentaires que l'on peut offrir pour faciliter les interactions, pour faciliter la relation. Alors tout ça, ça complexifie énormément tant d'un point de vue ergonomique que d'un point de vue technique ce qui se passe dans l'animation, la stratégie pédagogique et les stratégies pédagogiques que l'on met en œuvre. Alors tout ça, ça fait que on a un problème. Et les enseignants, les conseillers pédagogiques en particulier, les formateurs ont besoin de clés pour savoir comment fonctionner dans ces environnements-là qui, à la base, il faut le dire quand même, ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins d'enseignement ou de l'apprentissage. C'est vraiment des contextes qui sont d'abord construits pour faciliter le travail d'équipe et la collaboration dans des milieux professionnels de type travail en entreprise. Donc, moins dans un contexte de formation. Ce qui fait que les enseignants, les conseillers pédagogiques et tous les chercheurs ont besoin de comprendre un peu ce qui se passe là-dedans, aussi pour mieux enseigner, mais aussi faire évoluer ces dispositifs de formation qui sont construits.
Donc, c'est vraiment le point de départ de tout notre travail, de toute la réflexion de ce projet-là, qui est de comprendre un petit peu comment on fonctionne à l'intérieur de ça et comment on peut former les enseignants, les formateurs à mieux agir là-dedans, avec l'idée aussi qu'on va dégager un certain nombre de connaissances, je dirais, d'un ordre un peu plus scientifique. Alors, les deux questions qui sont à la base de tout notre travail et qui sont articulées autour des modèles que Mathieu va présenter juste après, mais c'est donc comment faire en sorte de favoriser une expérience éducative riche dans ce type de contexte spécifique-là. Et donc, autrement dit, comment faire en sorte que les étudiants, notamment, ont un sentiment de présence malgré la distance qui se crée, malgré le contexte de distance que créent ces environnements particuliers-là. Ce sont deux des questions qui sont à la base, je dirais, de l'ensemble de nos réflexions. Donc là, je vous ai placé un peu le contexte du projet et son point de départ. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Florian aussi? On vous entend très bien, messieurs, et c'est très, très, très bien campé. Peut-être juste signaler que dans le clavardage, Alain nous a partagé un document sur le répertoire des salles qui a été fait par l'Université d'Ottawa, qui va un petit peu là, dans ce que tu expliquais là, au niveau des Bretons, qui peut être une source d'information intéressante pour nous. Oui, tout à fait. Tout à fait, merci. Oui, ça fait partie des éléments qu'on a regardés, effectivement. Alors, je sais que les contextes dans lesquels on se situe n'ont rien de très, très, très différent des contextes qui existent dans d'autres établissements d'enseignement supérieur ou dans des cégeps qui, comme vous avez aussi, là, vous avez, j'imagine, reconnu des configurations qui ressemblent un peu à ce que vous avez dans vos espaces. L'idée n'est pas, en fait, nous, c'est pas tant la configuration pour l'instant qui est vraiment l'enjeu principal. Là, c'est vraiment les deux questions qu'on voit à l'écran, avec l'idée, effectivement, que ces salles ont, par contre, des caractéristiques qui vont changer, transformer un peu et qui vont contraindre un peu plus nos capacités à répondre à ces questions-là en termes de formation et en termes de savoir aussi. Mais merci beaucoup pour ce partage. Il faut savoir aussi que ces salles-là n'ont pas été conçues initialement pour donner de l'enseignement. C'est des salles de réunion, d'abord. Puis après coup, qui sont même le terme visioconférence le dit. Donc, on pense à de la conférence avec une seule personne qui est en mode transmissif. Mais quand on pense pédagogie dans ces contextes-là, ça fait partie aussi de notre réflexion. Donc, je vais vous partager différents modèles de présence à distance pour en arriver à un modèle très, dans le fond, un peu jazzé de la téléprésence. D'ailleurs, le concept de téléprésence, il est quand même très présent, là, un peu polysémique, on l'utilise à différentes sauces. Des fois, il est nommé dans différentes recherches, mais on ne creuse pas nécessairement ce concept-là pour ce qu'il est. Donc, c'est un de mes projets, d'ailleurs, dans la prochaine année, là, un peu plus conceptualiser le concept de téléprésence, qui est à distinguer des modèles de présence à distance. C'est ce vers quoi là, je m'en vais. Je commence à vous présenter le modèle de Annie Jézégou, qui date de 2012, qui réunit, dans le fond, 3 types de présence pour parler de présence ou de communauté d'apprentissage en ligne. Elle les nomme au tout départ un groupe d'apprenants qui doit être amené à résoudre un problème et ensemble, pour que l'expérience éducative soit significative, favorable à l'apprentissage, il faut réunir une présence socio-cognitive dans laquelle on résout des problèmes ensemble, collectivement, socio-affective, dans l'idée qu'on se soucie, puis il y a un rapport d'équité et d'écoute, d'ouverture envers les gens présents, socio-affective, et la présence pédagogique, qui est aussi, elle le situe uniquement, elle situe le formateur uniquement en termes de présence pédagogique. Donc, elle fait vraiment une distinction entre le rôle du formateur et le rôle du groupe d'apprenants. Et ça fait vraiment un ancrage très socio-constructiviste pour ce modèle de Annie Jézégou qui date de 2012, puis qui vit très bien, puis qui est un modèle assez opérationnalisable. Mais il y a un modèle qui est encore plus opérationnalisable, à mon avis, c'est le modèle de Garrison, Anderson et Archer, qui date de 2000. Et si vous faites des recherches sur, dans le fond, une recension d'écrit des recherches sur le sentiment de présence en ligne, ce modèle-là devrait arriver à 95%. Ça a été mon cas là, quand on a fait une recension il y a peut-être 3-4 ans avec ma collègue Colette Daudelin et puis aussi Louis Brouillette. J'ai fait quelques publications liées à cette recension-là. Le modèle de Garrison sort, dans le fond, un peu partout.
Je me rappelle même d'un colloque à Toronto où on était allé pour se questionner un peu, renouveler nos modèles et on se faisait servir Garrison ad nauseam, là. Donc, Garrison, 3 types de présence. Là, je l'ai mis en français ici, traduction qui est quand même assez validée dans différents écrits. Donc, le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne qui réunit 3 types de présence. Présence enseignante, cognitive et sociale. Donc, vous voyez le grand lien avec Gesegu qui est un peu plus haut. D'ailleurs, des fois, on peut critiquer Gesegu qui est un petit peu trop similaire à Garrison, qui date quand même de 12 années avant. Et puis là, on détaille quand même bien la présence enseignante dans l'idée de design et organisation des activités, de l'expérience éducative. On facilite les échanges au sein de la communauté et on enseigne du contenu dans prévision de peut-être une évaluation. Donc, tout ça relève de la présence enseignante qui n'est pas la présence de l'enseignant. Donc, un membre de la communauté peut également faire acte de présence enseignante au sein de la communauté, donc une nuance importante. Présence sociale, donc un peu comme tantôt, affectivité, dans le fond, on témoigne de l'ouverture, communication ouverte, cohésion du groupe, on sait à qui on s'adresse, on prend le temps de connaître les gens. Donc, importance de la présence sociale pour en arriver aussi à résoudre des problèmes ensemble en tant que groupe. Et puis, on a une démarche assez classique de résolution de problèmes, donc un élément déclencheur, on explore des solutions, on intègre des éléments théoriques ou du savoir de la pratique et on résout notre problème. Donc, tout ça est au cœur, se passe en ligne dans un médium de communication. Ça peut être sur un forum Moodle, un espace de partage X, un wiki, mais tout ça permet de réunir la communauté de manière en ligne. Donc, Garrison, Anderson et Archer, un modèle qui a été beaucoup repensé, qui est parfois mis à l'épreuve dans différentes recherches. Et c'est intéressant parce que Garrison réplique souvent aux recherches qui se font sur son modèle. Quand il y a des critiques, il réplique. C'est assez intéressant à suivre parfois. Et puis, Che et Bejarano ont tenté d'ajouter une présence qui est la présence apprenante, mais qui se valide beaucoup moins facilement que les 3 premières présences. On parle de présence apprenante, mais ça mène quand même une conscience qu'à travers de tout ça, ça prend quand même un grand engagement, une autorégulation de l'apprenant pour bien faire fonctionner la communauté d'apprentissage en ligne. Je vous amène maintenant dans d'autres types de présence, puis le modèle de Kawashi. Puis avant d'arriver à une autre étape, parlons de la présence transactionnelle, qui est cette idée définie ici par Shin, donc degré auquel un étudiant en formation à distance perçoit la disponibilité des enseignants, de ses pairs ou de l'établissement de l'enseignement et le degré auquel il se perçoit en lien avec eux. Donc, on parle quand même, on peut se sentir un peu distant, isolé, donc d'où cette idée de présence. Donc, la disponibilité des gens présents est un concept assez intéressant et qui est lié à la présence transactionnelle. Donc, le S et le D dans le petit tableau, c'est le dialogue et la structure. Donc, on débute en ajoutant de la structure, par exemple un Moodle, un environnement numérique d'apprentissage qu'on propose dans le cadre d'un cours. On commence à dialoguer et on souhaite que le dialogue se poursuive, même quand le cours se termine ou quand les consignes ont été communiquées. Donc, c'est un peu l'idée de la présence du petit tableau qui est là. Et tout ça s'inscrit dans une vision très globale, si on veut penser présence du début jusqu'à la fin d'une activité. Kawashi parle de présence institutionnelle. Donc, comment dans nos structures ou les environnements qu'on propose, on voit l'institution. Un peu comme quand un étudiant commence un cours en ligne à l'université, il va quand même sur le site de l'université, sur le Moodle de l'activité. Il faut quand même avoir une présence plus macro de ce dans quoi on s'inscrit. Un peu comme quand on arrive sur le campus avec notre voiture, on traverse le viaduc, on stationne, on arrive à l'université. Donc, il faudrait penser à nos environnements en ligne. Comment que les gens arrivent dans notre institution, puis quelle présence cette institution-là de manière plus macro. La deuxième, c'est cette idée de présence apprenante. Donc, on s'engage, on s'autorégule, mais on y met du sien pour ensuite en arriver à une présence sociale qui s'inscrit par la structure et par le dialogue. Présence cognitive, on résout des problèmes. Transactionnelle, on est disponible. Et présence enseignante dans l'idée qu'on démarre le dialogue et puis on propose des consignes à nos étudiants. Donc, lui, il se situe comme ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec le début et la fin de sa façon de présenter les présences, mais c'est le modèle de Kawashi ici qui amène une façon plus macro de réfléchir à la présence du début jusqu'à la fin d'une activité en ligne.
Là, je vous présente brièvement ici un modèle qui date de 2010, qui est un des premiers livres que j'avais lu sur la présence en ligne, qui est de Lehman et Conceição. Et pour montrer un peu, eux, et puis on tend tranquillement vers cette idée de téléprésence. Et vous voyez en haut et en bas du modèle, on voit le monde réel et l'environnement en ligne. Et c'est un peu un des aspects au cœur de cette téléprésence-là. Donc, même dans les salles de téléprésence, on veut faire comme si on était ensemble. Donc, on veut faire une espèce de réunion du monde réel à l'environnement en ligne. Et puis, Lehman et Conceição parlent de la suspension de l'incrédulité, le réalisme, l'immersion, la participation. Donc, des concepts qui sont importants quand on veut être immergé ou faire comme si, ou y croire qu'on est présent dans la même salle, si on parle d'une salle de téléprésence. Puis s'il y avait une définition à donner de téléprésence, il y a celle-ci justement de Jézégou que je vous ai présentée d'entrée de jeu, où elle parle vraiment d'une communication collective proche de celle du présentiel. Et puis elle associe beaucoup de téléprésence à tout environnement virtuel, donc l'utilisation d'avatars où on se réunit dans un lieu virtuel où c'est comme si on était réunis dans une vraie salle. Donc, la téléprésence, par exemple, ça date de 2010, c'est quand même évolue beaucoup, puis on n'est peut-être pas tant dans le virtuel, puis les environnements en ligne, c'est pas tant vers quoi on se dirige actuellement, mais cette idée de téléprésence, donc faire un peu plus comme si on était réunis dans la même pièce, c'est l'idée derrière la téléprésence. Puis, donc, quand nous, on parle de téléprésence, voici notre modèle, comme je disais, qui est un peu jazzé, qui est un peu chargé. Mais toutes les idées que je vous ai présentées se retrouvent ici, mais on voit vraiment l'idée de réunir, de joindre les deux sphères du monde réel vers l'environnement en ligne par de l'immersion, par du réalisme. Grâce à nos compétences numériques, on passe du monde réel, puis ça nous facilite ce passage vers l'environnement en ligne. Et plus l'institution et notre environnement personnel numérique est adéquat, plus cette réunion-là va être possible. Puis au cœur, ça prend quand même une présence selon les modèles que je vous ai présentés. Puis là, c'est ça qu'on reprend les éléments de Garrison. Le groupe d'apprenants doit plonger là-dedans, tout comme le formateur. Donc, c'est un peu ça sur quoi je compte travailler dans les prochains temps dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Rennes, qui est un des partenaires de Topic. Donc, c'est des questions sur tout ça. Ça peut être maintenant, ça peut être à la fin, mais j'espère que ça fait un espèce de portrait assez vaste, différents modèles. C'est sûr que si vous me disiez quel modèle prendre pour réfléchir, le modèle de Garrison, il est tellement opérationnalisable. Il y a même des outils quantitatifs, des questionnaires qui existent pour mesurer le sentiment de présence à distance qui existent, qui découlent du modèle de Garrison. Il y a des modèles en français là, qui sont quand même disponibles aussi. Moi, j'en ai fait un pour la supervision de stage à distance, donc cette idée d'être présent même dans des contextes d'accompagnement à distance. Donc, je vous guiderai vers le modèle de Garrison, mais tout est bon. Tout est bon dans le jambon, tout est bon dans ces modèles. En fait, moi, j'aurais une question sur le concept de suspension de la réalité. Pouvez-vous aller un peu dans le détail? C'est quoi l'idée derrière? Suspension de l'incrédulité, je crois. Ben, oui. Vraiment cette idée que, puis on le voit un peu sur, on peut revenir, c'est dans le modèle même précédent. On le remarque beaucoup quand on commence un cours en ligne, les gens qui s'inscrivent dans un cours à distance, mais qui n'y croient pas, qui disent ça marche pas. Donc, à un moment donné, faut mettre de côté un peu nos craintes, puis il faut plonger dans le fait que ça peut marcher, de s'engager, puis d'avoir des collaborations sincères, puis de croire à l'expérience dans laquelle on vit. Donc, quand vous avez vos étudiants qui viennent un peu à reculons dans des contextes de formation à distance, ils doivent mettre de côté leur incrédulité face à l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue? Non, ça va. Et ça rejoint beaucoup ce que j'ai vécu quand j'ai fait ma maîtrise en enseignement à Sherbrooke. Moi, l'incrédulité, elle n'était pas là au départ, là. Et je vous dirais qu'en fait, il y a souvent plus de présence et de liens à distance qu'il y en a en présence, parce qu'en parallèle, je suivais aussi des cours à l'Université Laval en présence et j'avais plus de collègues avec lesquels j'avais de vraies relations humaines à distance qu'en présence. Donc toi, tu as bien suspendu ton incrédulité, Daniel. Tu l'as mis de côté, puis on l'a oublié. Florian, Mathieu, oui.
Il n'y a pas de question d'enclavardage pour le moment, mais j'aimerais juste revenir puis vous partager une réalité qu'on a à l'intérieur du FADIO. Dans un projet de petite polyvalente, où le fait d'offrir l'ensemble des 3 mathématiques en 4e secondaire n'était pas possible, faute de nombre, on n'était pas dans des groupes financés. On a jumelé deux polyvalentes, Cabano et Squatec, puis on a un enseignant qui est en présence à Cabano avec une quinzaine d'étudiants. Puis on a 2 étudiantes qui sont à Squatec. OK. Quand on a implanté le projet, on avait une immense préoccupation pour qu'il y ait eu des rencontres avec les parents, le conseil d'établissement, tout un aspect, on était dans l'inclusivité, on avait vraiment voulu jouer un aspect communicationnel très fort, mais on avait vraiment cette volonté de créer un groupe avec les 2 sites. OK? Puis il y a un paramètre, puis je ne sais pas si vous l'avez observé ailleurs, il y a un paramètre qu'on a mis en place, notre enseignante, elle disait, moi, je veux, dans ce que vous allez me mettre en place, je veux pouvoir avoir le sentiment que je me penche sur l'épaule des étudiants. Mm-hmm. C'est-à-dire que je donne un cours de mathématiques. Moi, quand j'accompagne un étudiant en présence, je me penche sur son épaule, je le guide, et ainsi de suite. Je vais avoir le même sentiment à distance. Fait qu'on a fait beaucoup de réflexions, puis finalement, on est arrivé à utiliser une tablette. Les étudiants utilisent tous une tablette, puis l'enseignante a utilisé OneNote, okay, sur lequel elle dépose ce qui devient son Moodle, là, tout est déposé là. On utilise des tableaux interactifs. Donc, l'enseignante, elle, peut directement projeter sur le mur n'importe quel étudiant, en présence ou à distance, l'écran. Elle peut dire, bon, OK, bon, l'étudiant Florian, ça va super bien, regardez ce qu'il a fait. Elle peut faire des corrections formatives en temps réel, sans que ça aille au tableau. Elle peut se promener d'un étudiant à l'autre, puis directement faire pendant une période d'exercice. Ce qui fait que la tablette joue tellement le rôle d'un vecteur de communication fort que cette complicité-là entre les 2 groupes, les échanges, que les 2 étudiants viennent à Cabano, que celui de Cabano à Squatec, si on disent non, on n'a aucun intérêt, puis que tout ce qui était, dans le fond, une préoccupation qu'on avait au départ de créer une chimie entre les 2 groupes, bien, il a été un peu tassé de côté parce que le besoin, dans le fond, l'empathie, le sentiment d'engagement, la réussite de tout ce qui est mis là, passe par un outil qui s'appelle la tablette. C'est-à-dire que chaque étudiant peut avoir en temps réel une rétroaction directement, peut mettre son travail à l'écran, peut avoir une évaluation. Puis ça, je vous dirais que quand on a mis ce projet-là en place, on savait que les tablettes pourraient être un bon outil, mais en tout cas, personnellement, je n'avais jamais pensé qu'il jouerait tellement fort, ce vecteur-là, puis que les étudiants, dans le fond, puis l'enseignant disait, bien, c'est un petit peu comme dans une vraie classe. Dans une vraie classe, ce n'est pas tous les étudiants qui vont échanger ensemble. Ça fait que dans le fond, en tout cas, je ne sais pas si vous autres, dans vos réflexions, si vous avez abordé ou si vous avez constaté des choses de genre-là, comment un appareil peut, à l'intérieur, devenir un vecteur de communication. Ben, moi, dans le cadre du secondaire, qu'est-ce que tu évoques là me fait penser à l'utilisation de Classcraft en contexte pour la gestion de classe. Parce que dans le fond, Classcraft, le groupe peut être scindé en différents lieux, mais on peut faire des groupes intersites et là, créer cette idée de collectif, peu importe la distance au sein d'un groupe réparti de la façon dont on veut. Ça serait peut-être un plus qui s'ajouterait un côté ludique à l'utilisation d'une tablette qui est utilisé un peu comme un wiki, là, de ce que j'en comprends. Là. Tout le monde peut y contribuer. Ouais. Ce que tu évoques, Daniel, excuse, vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que là, tu vois, Mathieu a mis à l'écran le schéma synthèse, en fait, qui est notre modèle un peu hypothétique, je dirais, pour l'instant, sur lequel on veut travailler pour essayer de le valider un peu plus, de le confirmer, de le solidifier au travers des différentes recherches qu'on veut mener par la suite. Mais ce que tu évoques, c'est la notion de réalisme. Cette enseignante-là avec laquelle tu as travaillé, elle, ce qui est important, c'est de créer quelque chose, un environnement qui soit le plus réaliste possible au regard de ce qui se fait dans le monde réel. Donc, elle a essayé de se rapprocher de cette dimension réelle. Et quelque part, il y a un aspect qui, moi, me semble extrêmement important et qu'on a constaté dans ce que je vais vous présenter un peu après, c'est la dimension des compétences numériques des acteurs qui sont engagés là-dedans. Et vous avez, en fait, dans Topic, ce qui diffère de ce que vous avez vécu, vous, c'est que vous avez travaillé, cette enseignante-là a travaillé avec des jeunes, entre guillemets, donc des étudiants qui sont déjà un peu, je dirais, plus familiers et plus ouverts à la notion de tablette.
Donc, ils ont pas peur de plonger dessus, ils n'ont pas peur d'essayer des choses. Alors que les enseignants qui ont contribué, qui ont bénéficié des formations que nos conseillers pédagogiques ont montées, je peux te dire que la compétence numérique a été un frein majeur dans ce cas-là pour la capacité de créer un environnement qui favorise une immersion, qui favorise un dialogue souple. Et donc, oui, ça peut dans certains cas être extrêmement efficace comme vous l'avez vécu, et parfois être un frein, ce que nous avons vécu, lorsque la dimension des compétences numériques n'est pas si élevée que ça. Donc, il faut absolument prendre en compte cet aspect-là aussi dans la réflexion pour réduire un peu ce sentiment-là. Donc, tu rejoins des choses qui sont tout à fait cohérentes avec ce que je vais mentionner un peu après et qui commencent à ressortir de nos travaux, en fait. Excellent. Je vous laisse poursuivre, messieurs, parce qu'on n'a pas d'autres questions dans le clavardage pour le moment. Excellent. C'est intéressant d'ailleurs. Merci Daniel d'avoir partagé ce projet-là parce qu'il ressemble à plein d'égards à ce qu'on a mis en œuvre, nous, dans ce projet présent ici. Et donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu plus la méthodologie de travail, qui est une méthode de recherche collaborative orientée par la conception, qui est à la base de notre démarche. Et c'est vraiment ça qui a articulé tout notre travail dans Topic, qui est probablement les prochaines étapes également. Et je vais vous présenter un peu cette méthodologie et comment on a fonctionné, puis je vais l'illustrer par une des dimensions du projet sur lesquelles on a quelques données actuellement, mais il y en a plein d'autres. On n'a pas le temps aujourd'hui de toutes les présenter, mais je vais me concentrer sur une formation en particulier pour illustrer cette démarche méthodologique-là et quelques premiers résultats. Mais, pardon. Donc, comme je vous le disais au départ, on a travaillé avec des conseillers pédagogiques. C'était leur intention que de créer des formations qui les amèneraient à, en fait, bien soutenir les enseignants avec qui ils travaillaient. Donc, on s'est dit, plutôt que de faire un travail de recherche classique où on met en place une expérimentation, puis le chercheur arrive et se place de l'extérieur et regarde ça avec un œil un peu externe, l'expérimentation, et en tire quelques informations. Nous, on s'est dit, on va s'inclure tous ensemble comme co-concepteurs, comme co-élaborateurs. Et ce qui est à la base de notre travail d'élaboration, d'émergence de connaissances, va être la conception de la formation. Donc, ça rejoint un peu ce que tu expliquais, Daniel, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partir d'une situation, donc de travailler sous la forme d'itération, de partir d'une méthode, d'un point de départ. Nous, notre point de départ, c'est l'évaluation d'une situation. On a une situation problématique, on l'évalue, et cette situation-là, c'était ce que je vous ai présenté en première partie. On a des salles de visioconférence, comment on enseigne là-dedans. Donc, avec les conseillers pédagogiques et avec les autres chercheurs, on s'est appuyé sur un cadre théorique. Est-ce que vous voyez ma souris quand je pointe devant comme ça, ou ça ne sert à rien? Oui, on voit. Vous voyez ma souris bouger? OK, parfait. Oui. Oups, je suis allé trop loin. Donc, on s'appuie sur des théories, et là, notre premier travail était d'abord de dire que nous dit la science, que nous dit la théorie autour de ces contextes particuliers-là, de ces environnements-là. Là, déjà, dans cette méthodologie Design Research, ce qui peut être intéressant, c'est d'imaginer que rien que cette synthèse théorique-là, et c'est un peu ce qu'on fait actuellement dans un autre, peut-être une contribution en fait scientifique en soi, qui est comme une forme de synthèse, anasynthèse des connaissances théoriques sur cet enjeu-là pour le problématiser. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se servir de cette théorie-là pour penser le design, donc la conception de formations particulières. Donc, on s'appuie sur ces théories pour concevoir quelques formations. Et c'est là que le rôle des conseillers pédagogiques est très important, parce que pour eux, c'est mobiliser ces connaissances théoriques-là qu'on a travaillées ensemble pour construire quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau qui va peut-être permettre de répondre, dont le but en tout cas est de répondre à l'évaluation de la problématique qui a été relevée là, avec l'idée qu'on peut en sortir des connaissances du point de vue du design. Et là, on continue avec l'implémentation, la mise en action de ça et la création d'artefacts qui, en soi, peuvent être aussi des sources d'avancement des connaissances, une contribution intéressante à la communauté scientifique et à la communauté du savoir autour des actions qui sont menées. Et au travers de ces actions-là, on va collecter et on va essayer de comprendre un petit peu des évidences, donc trouver des traces qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé dans ce design-là à différents niveaux. Ça peut être au moment du design lui-même, ça peut être au moment des interactions avec les participants, ça peut être en termes de résultantes au niveau des réalisations, des productions, des apprentissages. Donc, tout un tas d'évidences, dépendamment de la problématique soulevée initialement, on va aller chercher des traces qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé dans la situation et donc de l'interpréter
pour pouvoir réanalyser ces résultats-là et donc en produire des travaux de recherche intéressants, de l'avancement de la connaissance, qui nous permettent de réévaluer la situation qu'on avait initialement au regard de ces nouvelles connaissances-là et de repenser un travail de réingénierie et de redesign de la formation. Vous voyez, vous comprenez l'idée du cycle ici, c'est-à-dire que le design nous amène à construire des connaissances que l'on valide et qu'on décrit de façon un peu plus pointue avec des méthodes de recherche particulières qui nous amènent à redesigner un petit peu la formation, un peu ou parfois beaucoup. Donc, cette démarche-là, on l'a concrétisée, nous, de notre point de vue, en 3 grandes étapes, et on s'est donné des outils méthodologiques pour regarder un petit peu tout ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut vous sembler un peu compliqué, tout ça, mais c'est notre grille de travail pour mettre en œuvre ce design-based research-là, avec l'idée qu'on a un avant la formation, un pendant la formation et un après la formation qui devient finalement le avant la prochaine formation. Donc, le après la formation, c'est le avant la prochaine formation. Donc, ce qui se vient ici au bout de cette flèche-là, finalement, c'est de repartir au point de départ de ce cycle et donc on continue comme ça. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue des ingénieurs pédagogiques qui conçoivent la formation, des conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques, pour voir, en fait, eux, quelles sont leurs représentations concernant leur activité dans ces environnements-là et quelles sont leurs représentations de l'activité que les enseignants à qui ils enseignent, à qui ils forment, pourraient avoir dans ces environnements-là. Donc, on constate, on imagine, on anticipe qu'il va y avoir un écart entre ces aspects-là. De la même manière, du point de vue des enseignants-chercheurs qui sont les bénéficiaires de la formation qu'on va mener, quelles sont les représentations par rapport à leur activité dans ces salles-là, quelles sont les représentations qu'ils ont des activités de leurs étudiants et donc aussi de ce qu'ils font dans leurs cours. Et tout ça, avec l'idée qu'il y a peut-être un travail à faire, il y a peut-être une différence qui va nous amener à se dire, le travail que l'on a à faire, c'est justement de s'appuyer sur ces représentations-là pour créer une formation, ces différences de représentation-là pour créer une formation qui réponde à ses besoins. Et donc, la formation, de la même manière, durant la formation, on va aller voir un peu ce qui se passe durant cette formation-là, autour des représentations concernant l'activité des enseignants, autour des problématiques qui peuvent émerger au fur et à mesure de l'avancement, et en même temps d'aller consulter comment eux, les enseignants-chercheurs qui participent à la formation, comment vivent-ils cette formation-là, comment se voient-ils en tant qu'apprenants cette fois-ci dans cet environnement-là, et qu'est-ce que ça génère chez eux comme question pour la suite du travail, avec l'idée que ces formations-là vont nous amener à repenser finalement ces différentes représentations-là et repenser la suite du travail. C'est un gros processus qui est assez complexe et c'est pour ça que je vous disais qu'il est très ambitieux en termes de démarche. Je pourrais pas dire qu'on a réussi à mettre en place tous ces aspects-là pour l'instant, mais on a commencé de faire quelques démarches à l'intérieur de ça. Et là, les résultats que je vais vous présenter juste après sont plutôt issus dans cette section du milieu, c'est-à-dire qu'on a fait une formation qui était vécue. On essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'activité des enseignants au travers de ça, et donc de la représentation qu'avaient les formateurs aussi de l'activité de ces enseignants au travers de ça. Donc, c'est vraiment la formation sur laquelle de laquelle je vais vous parler juste après, se situe au niveau des données collectées dans cette partie-là du travail. Cette recherche-là en particulier n'a pas amené ce travail en amont qui va être fait dans les prochaines étapes pour repenser la quatrième itération du processus. Donc, on a travaillé sur une formation en particulier. Il y en a eu 5 de montées dans l'ensemble des équipes. Celle qui est l'objet ici, c'est celle qui s'appelait « Classe inversée en contexte de visioconférence ». C'est une formation qui s'est donnée sur 2 semaines. Il y avait 4 temps particulier. Elle reprenait vraiment la structure d'une classe inversée de base, avec l'idée qu'il y avait du distanciel virtuel asynchrone, du présentiel virtuel synchrone, et on repartait en asynchrone avec du distanciel virtuel, et on revenait dans un 4e temps avec un présentiel virtuel synchrone, avec des activités qui s'appropriaient de plus en plus, assez fortement avec des principes de classe inversée. Donc, avec l'idée que dans un premier temps, il y avait une appropriation de l'environnement avec une mise en situation, donc identification du projet personnel. On place les participants
Avant même qu'ils viennent en classe nous rencontrer, on les a mis dans un contexte qui leur donne envie de s'engager dans ce projet-là, avec l'identification d'un projet personnel particulier sur lequel ils auront à travailler. On se réunit en mode synchrone en visioconférence et dans ce contexte-là, on crée une dynamique collaborative, on amène les personnes à préciser le projet personnel sur lequel ils travaillent et on les aide à structurer les besoins d'apprentissage. Donc, on a vraiment cette logique dynamique active de la classe inversée qui s'appuie sur la première partie qui était asynchrone et distante. Temps 3, après ce temps en classe distante, en visioconférence, ils prenaient un temps asynchrone où là, ils avaient une dizaine de jours pour travailler sur différentes connaissances qui leur étaient apportées sous la forme de lecture, de vidéos à observer et de petits travaux à réaliser qui étaient partagés dans un environnement collaboratif. Là, les 4 niveaux de connaissances qui étaient abordés, c'était la classe inversée, comment on enseigne en contexte de visioconférence et les connaissances liées à la planification pédagogique et, je suis allé un peu trop vite, et un travail sur l'amorce du planification de projet. Et ça se terminait par un 4e temps en salle de visioconférence où il y avait 5 salles au total, où là, on revenait vraiment sur les mythes, sur leur compréhension et on les aidait à affiner la structuration du projet sur lequel ils travaillaient et anticiper les phases subséquentes de médiatisation sur lesquelles ils auraient à travailler. Vous comprenez la logique pédagogique de ce travail-là, avec ici vraiment du asynchrone et du synchrone, tout ça en distanciel, en fait, toujours à distance. Le synchrone en particulier, qui sont le temps 2 et le temps 4, était réalisé donc entre la Bretagne et le Québec. Au Québec, on avait 2 campus, le campus de la santé à Sherbrooke et le campus principal ici à Sherbrooke également, mais de l'autre côté de la ville. Et en Bretagne, il y avait un campus à Rennes, il y avait un campus à Lorient et il y avait un campus qui n'est pas en Bretagne, mais dans le pays de la Loire, au Mans. Donc, vous voyez qu'il y avait un peu de complexité dans la structuration. Et au dernier moment de la première itération de cette formation-là, on reçoit un appel d'une enseignante-chercheur qui veut participer, mais il se trouve qu'elle est en congrès en Australie à ce moment-là. Elle nous dit, est-ce que je peux me connecter par un compte nomade pour participer à la formation avec vous dans un compte nomade de type conférence web? Donc, ça a ajouté en plus un peu de couleur à tout ça. Alors, au travers de ce qui s'est passé, on a fait quelques constats empiriques. D'abord, c'est-à-dire qu'on a vécu ces 2 semaines-là de formation, puis avec les 3 formateurs qui étaient les 2 conseillers pédagogiques et les 2 chercheurs qui avions travaillé sur ce projet-là, on se réunit après donc ces 2 semaines de travail et on a un petit bilan empirique que l'on fait. On fait un constat qu'il y a eu apprentissage. Donc, généralement, on est assez content, les gens ressortent, on a l'impression, avec un certain nombre d'apprentissages. Par contre, on constate que les échanges dans la plateforme qu'on avait identifiée pour collaborer n'ont pas été tout à fait à la hauteur des attentes pédagogiques que l'on avait anticipées et surtout se sont faits à la dernière minute. Pour vous situer, en termes d'outils technologiques, on avait misé sur un outil qui était indépendant de nos établissements. C'était une autre caractéristique parce qu'on ne pouvait pas utiliser le Moodle de chez nous parce qu'eux n'y avaient pas accès en tant que non-membres de l'Université de Sherbrooke. Même chose, on ne pouvait pas accéder à leur Moodle ou à leur plateforme. Donc, il a fallu qu'on se donne un outil qui était transparent du point de vue de la collaboration. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on a apprises aussi au fur et à mesure qui complexifient beaucoup l'ingénierie de ce genre de contexte-là. Et donc, de penser aussi la fluidité des échanges. Alors, Daniel, tantôt, tu parlais de la tablette et comment on crée ce lien-là. Ben ça a été une difficulté pour nous parce qu'il a fallu qu'on trouve des outils qui facilitaient. Donc, on a utilisé Slack, que vous connaissez peut-être, qui est un environnement collaboratif qui permet de créer assez facilement un espace fermé de travail. Et on a utilisé l'environnement Drive, bien entendu, pour le dépôt de ressources et le partage de ressources. Je dis bien entendu parce que c'est le réflexe assez facile que l'on a, parce que aussi les enseignants-chercheurs sont parfois frileux à se créer des comptes sur trop de plateformes. Et donc, on a essayé de limiter le nombre de plateformes et surtout s'assurer que ce soit des plateformes avec lesquelles ils étaient déjà un peu à l'aise. Et on a constaté quand même que les participants étaient relativement passifs et peu engagés malgré tout ce qu'on avait mis en œuvre. Et donc, on était un peu quand même, je dois dire, assez déçus. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi en fait? En quoi les interactions durant la formation, finalement, ont-elles favorisé ou non une expérience éducative riche? Avec l'idée qu'on voulait aller voir finalement comment changer ces interactions-là pour pouvoir le faire. Et vous voyez ici que je mobilise la notion d'interaction parce que le modèle théorique qu'on a utilisé pour
travailler, c'est celui de Gézégou, parce que Gézégou mentionne que justement la création de ces différentes dimensions de la présence sont caractérisées par les interactions entre les acteurs. Donc, c'est des formes de transactions qui sont des interactions, en fait, et donc on est allé regarder les interactions. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, je vous le disais, 2 enseignants à Sherbrooke, on avait 5 enseignants à Nantes et une enseignante en Australie qui s'est connectée. Et on était 2 formateurs à Sherbrooke. Alors, je vous ai dit Lorient, c'était Vannes, mais c'est 2 villes qui sont voisines. Et donc, on avait les formateurs qui étaient là. Et en termes de traces, bon, on avait un questionnaire qu'on a distribué aux participants. On avait le design de la formation elle-même. On a toutes les rencontres qui ont été faites entre les formateurs en préparation de en planification de tout ça, ont tout été enregistrées et on a gardé trace de tous nos designs, nos documents. Les séances synchrones ont été enregistrées sous forme vidéo. On a enregistré tous les échanges dans Slack aussi, donc on a retracé Slack. C'était aussi pour ça qu'on prenait cet outil-là, parce qu'il y avait un outil de traçage en arrière qui nous permettait de collecter toutes les interactions avec des données très, très précises qui pouvaient être analysées assez systématiquement. Et on a aussi toutes les productions et les documents qui ont été partagés et construits par les participants. Et là, je vois qu'il est déjà 12h51, on dépasse vraiment notre temps. Alors, pour vous montrer l'interface, à quoi ressemble Slack, ça ressemble un petit peu à ça. Là, on a anonymisé, à part les conseillers pédagogiques et formateurs, puisqu'on était, c'est nos communications, donc on se laisse visible. Donc, on a anonymisé les participants. Vous voyez que c'est un espace d'échange de forum où il y a eu quand même beaucoup de documentation, avec ici des illustrations aussi d'images qui montraient une forme de création d'un climat particulier et sympathique quand même entre les participants. Donc voilà, on s'est basé vraiment sur ces échanges-là et on est allé regarder plus précisément dans notre analyse les interactions dans Slack pour voir comment, selon les temps pédagogiques, ces interactions se répartissaient entre les différents acteurs, voir un peu quelles étaient les interactions qui émergeaient. On en a distingué 7 types. Et on a analysé surtout selon les 3 types de présence que Gézégou nous proposait. Et on voulait, à partir de là, mais on ne l'a pas fait, analyser les interactions orales à partir d'une séquence, d'une activité en particulier qui aurait émergé de nos analyses écrites. On n'a pas encore fait, mais c'est un peu le travail que l'on veut faire de ça. Donc, ce qui ressort, c'est que, bon, il y a eu quelques messages dans le temps 1, mais peu de participation. Dans le temps 3, les participants ont vraiment, le sentiment qu'on avait, et c'est réel, ont interagi surtout avant le temps 4, quelques jours avant, et il y a eu un dépôt de documents à la dernière minute avant le temps 4. Et finalement, les seules interactions qui ont réellement été réalisées étaient entre les formateurs, avec les formateurs. C'est-à-dire que quand les participants déposaient quelque chose, c'était les formateurs qui avaient une interaction avec eux, jamais les participants entre eux. Et finalement, pendant les temps en classe eux-mêmes, il n'y a pas eu du tout d'interaction en ligne, donc la plateforme elle-même n'a pas été utilisée. Et du point de vue oral, il n'y avait pas d'interaction entre les participants. Là, c'est la partie qu'on a regardée très sommairement de l'activité elle-même. Très peu d'interaction entre les participants et les interactions étaient surtout générées par le formateur qui offrait en général une seule réponse qui était assez fermée et qui n'engageait pas beaucoup de discussion. Alors, ce que ça nous a amené à comprendre, en fait, c'est que pour créer une présence pédagogique, il y avait un rappel important des consignes par le formateur qui devait être fait, qui doit être vraiment présenté. Et donc, avec des commentaires et un apport de ressources ad hoc. Notre présence pédagogique, on l'a créée de cette manière-là, dans cette première itération-là. Donc, on rappelait les consignes constamment pour faire en sorte que les gens comprennent où ils en étaient. On faisait des commentaires sur ce qu'ils nous déposaient, sur ce qui était apporté comme ressources, et à chaque fois qu'ils nous demandaient, on complétait les ressources. Pour créer la présence socio-affective, on a réussi, il se dégageait quand même qu'il y avait un climat courtois et très respectueux. Parfois, il y avait des échanges un peu amicaux, d'images un peu qui sortaient du contexte, mais dans l'ensemble, c'était peu d'interaction. Les gens déposaient quelque chose et ça s'arrêtait là. Et au niveau de la présence socio-cognitive, les interactions sociales de confrontation des points de vue, d'ajustement mutuel ou de négociation de libération de sens entre les participants étaient totalement absentes. Et les seules vraiment actions étaient surtout intermédiées par les formateurs. Donc, vous allez vous dire, ça, c'est pas très encourageant comme type de résultat. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit la première fois, mais on s'est dit, ça nous donne quand même des informations, cette fois-ci, très claires. On n'a pas révolutionné le modèle de présence. Par contre, ça nous a donné beaucoup d'informations pour repenser dans le deuxième cycle, redesign pour la seconde itération de cette formation-là, en pensant les types de ressources qu'on devait préparer à l'avance de manière à ce qu'elles
développe une perception de contrôlabilité, qu'elle augmente le sentiment de présence, qu'elle facilite les connaissances, l'appropriation de connaissances nécessaires à l'avant même du travail. On a précisé les consignes. On a donné une structure, une organisation de temps de travail plus claire pour les participants. On a insisté sur les aspects durant la présence asynchrone pour qu'ils comprennent aussi l'importance de ce travail asynchrone, qui étaient des notions liées plutôt aux caractéristiques de la classe inversée que de la visioconférence à proprement parler. Et pendant les activités synchrones, on a vraiment ouvert le temps afin de laisser vraiment plus de temps pour les échanges. On a réduit le nombre d'activités et on a fait en sorte qu'il y ait un espace plus grand pour que les gens puissent s'engager dans leur propre projet et donc augmenter leur présence socio-cognitive à cet égard-là. Et on a misé beaucoup plus sur le Slack pour qu'il y ait du travail aussi qui soit fait et qui permette aux formateurs de répondre de manière asynchrone. Donc, on leur proposait de ne pas toujours répondre dans l'immédiat de façon synchrone, mais d'utiliser la synchrone. Et on s'est assuré aussi entre nous en tant que formateurs qu'on avait une rétroaction plus rapide, plus réactive aux demandes, donc augmenter la présence pédagogique, mais ce n'est pas nécessairement des interactions qui menaient à une réponse, mais plutôt qui suscitaient un engagement et une motivation. Et donc, on leur donnait l'occasion d'avoir une meilleure perception de la valeur de leur activité par rapport à leur propre projet. Donc, on a travaillé nos rétroactions dans ce sens-là, en fait. Et finalement, on a aussi réduit un petit peu les dimensions connaissances reliées au contexte de visioconférence en se disant qu'on misait sur l'expérience vécue plutôt que sur l'apport de contenu à proprement parler. Donc, plus d'interactions, le processus continue. Et là, on vient de finir la deuxième itération. On a fait des constats empiriques de la même manière que dans la première. Il y a plus grande satisfaction, il y a plus de production partagée. Le canal privé a été beaucoup plus utilisé entre formateurs aussi. Donc, on voit qu'il se dégage déjà après cette deuxième itération-là, plus d'interaction, une présence sociale et une présence en général un peu plus grande. Donc, ça nous amène à questionner finalement le type de contexte. Comment on gère ça pour dégager plus de temps? Comment la présence socio-cognitive peut être finalement enrichie? Est-ce que les contraintes technologiques, ça rejoint ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, est-ce que les outils de communication ou encore les compétences technologiques des personnes ne sont pas finalement des craintes qui annihilent quelque peu la capacité à créer cette présence socio-cognitive-là? Aussi, on a vraiment besoin de comprendre la présence perçue par les acteurs. On constate que c'est devenu vraiment très important. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on doit aller regarder comment eux vivent ça de l'intérieur. Donc, regarder du point de vue des formateurs. Il faut absolument qu'on aille cette fois-ci du point de vue des participants à ces formations-là. Et donc, on constate aussi qu'il y a une création un peu différente du sentiment de présence dans un contexte synchrone ou asynchrone. Et finalement, on se questionne quand même. Est-ce qu'il y a de réels apprentissages et quels sont-ils? Parce qu'au bout du compte, on a misé sur le sentiment de présence et l'expérience éducative, mais là, il nous reste encore à vraiment comprendre quels sont les apprentissages réalisés par les participants. Voilà, on a dépassé. Je le vois. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup, Mathieu. J'inviterai les gens à signifier, si vous avez des questions, à indiquer-les dans le clavardage. OK? Entre-temps, je prendrai une question qui a été posée un petit peu plus tôt tout à l'heure à Florian dans la présentation, Martin Bérubé, qui nous demande pourquoi utiliser le cadre TPAC, OK, au lieu du modèle ADI. OK? Puis on avait gentiment Marilyn Nadeau qui a fait une réponse parce que TPAC, on parle beaucoup aux enseignants plus que le modèle ADI. C'est le TPAC qui est utilisé pour le guide TIC et réussite des répondants TIC. Michel Deschênes utilise également le TPAC dans ses écrits. Oui. Donc, dans le fond, si vous aviez des choses à dire là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? En fait, c'est parce que c'est deux modèles qui ne parlent pas du tout de la même chose. C'est pour ça qu'on les utilise les deux de façon équivalente, mais pas pour les mêmes choses. Donc, le TPAC est très présent, mais le TPAC, ce qui le caractérise, ce sont les connaissances technopédagogiques des enseignants qui enseignent et qui intègrent le numérique d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un modèle qui représente les connaissances qui permettent aux enseignants d'agir avec compétence. Alors que le modèle ADI est un modèle d'ingénierie pédagogique qui nous permet de penser la construction d'une formation. Donc, le modèle ADI ressemble beaucoup au Design-Based Research dont je vous ai parlé le cycle, en fait. Et oui, c'est plutôt entre ADI et le Design-Based Research, je pense qu'on devrait faire une comparaison plutôt qu'entre TPAC et ADI, parce que TPAC, c'est complètement autre chose. C'est vraiment les connaissances technopédagogiques. ADI, c'est un modèle de design d'ingénierie pédagogique
tout à fait valable et très intéressant, mais qui a une valeur beaucoup plus pratique qu'une valeur scientifique. Et l'avantage du Design-Based Research, enfin, la force du Design-Based Research, c'est qu'il mêle dans le design, avec le design, des travaux de recherche et la volonté de contribuer à l'élaboration de la connaissance scientifique à partir de la conception pédagogique qui est proposée. D'où la volonté de s'entrer là-dedans, et c'est ce qui nous a permis aussi de collaborer entre concepteurs et chercheurs, en fait. En fait, la raison de mon interrogation, étant donné que c'était des ingénieurs pédagogiques qui étaient interpellés selon la vidéo, la diapositive que j'avais vue, je me disais, je pensais que c'était une approche plus centrée sur leur façon de travailler. C'est pour ça que je me suis comme un peu questionné par rapport à un modèle, par rapport à un autre. Tout à fait. Dans ce sens-là, mon intervention. C'est une très bonne question et en fait, effectivement, tous nos conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques travaillent beaucoup avec ces modèles ADI, hein, ADI ou MISA ou d'autres de ce type-là, là, évidemment, et ils sont très sensibles à ça. Et la volonté aussi un peu sous-jacente du projet, c'était également de les aider à se développer en compétences et à développer un petit peu leurs compétences de praticiens-chercheurs également. Et donc, c'était de miser sur une approche qu'ils connaissaient sensiblement comme ADI ou MISA, mais d'aller un peu plus loin avec la dimension de contribuer à la recherche et de participer à cette recherche-là, et donc de s'appuyer sur leur design comme étant une source d'élaboration et de création de connaissances qui sont structurées grâce aux travaux de recherche et d'analyse des données. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le clavardage? Ah, OK. Anne qui nous demande est-ce que les résultats sont disponibles? On a allumé, Daniel, le clavardage. Ah, OK, excellent, parfait. On le voit en même temps. Il y a quelques articles qui vont sortir très bientôt. Oui, il y a un chapitre notamment dans un ouvrage du GRIPTIC, piloté par Thierry Carcenti, dans lequel on présente ces résultats. Donc, vous allez pouvoir le voir à cet endroit-là. Et puis, il y a on est en train de travailler sur plusieurs articles qui vont sortir dans un numéro spécial. Je ne vais pas trop en parler. Mais donc, ça va arriver un jour. Oui, c'est sûr, vous aurez ces résultats-là. Mais le livre du GRIPTIC va sortir en avril, au moment du colloque CRIFPE. Alors, si vous êtes au CRIFPE, vous allez pouvoir vous procurer. Il y a un chapitre qui présente tout ça, en fait, dedans. Excellent. Parfait. Écoutez, un gros merci. Je remercie tous nos participants. Merci, Florian. Merci beaucoup, Mathieu, de cette générosité-là. On s'était dit 13h, il est 13h03. La prochaine activité, j'aurais fait un rappel, à 15h, on va reprendre, puis on va poursuivre avec Juline Leroux, OK? Concernant l'intégration de technologies numériques dans l'évaluation des apprentissages, quelles pratiques en enseignement supérieur collégial. Ça fait qu'on va prendre une poursuite de ce qui s'était fait hier après-midi. Donc, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Au plaisir de se voir en présentiel bientôt. Puis, merci de votre générosité, puis au revoir tout le monde. Et puis, si je me permets, merci beaucoup, mais n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Vous avez, Daniel, tu as nos coordonnées. Si tu as d'autres questions qui reviennent après, n'hésitez pas à nous les partager. On se fera plaisir de répondre aux gens. Ça nous fera plaisir de faire la route une prochaine fois jusqu'à chez vous. Excellent, excellent. Merci beaucoup. C'est noté. À bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bye bye.